débrouillez-vous. Le dialogue semble mal engagé, chacun campe sur ses positions. Le porte-parole de Citroën invoque une réaction trop tardive de la part de Frédéric. Ce monsieur serait venu nous trouver. Mais je vous ai envoyé des courriers, monsieur. Non. Dans les pièces des travaux effectués, je peux comprendre. vous verrez bien que ça a été traîné en longueur jusqu'en 2008. Il n'avait de cesse de me répéter que si j'étais venu le trouver avant, on aurait trouvé une solution, etc. Bon, j'y crois pas trop. J'ai écrit, j'ai écrit au président de Citroën en France. Oui. J'ai écrit à PSA. J'ai écrit ici 2 fois. Regardez. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, je me dis, mais non, ce n'est pas possible d'entrer chez Citroën. Pourtant, aujourd'hui, une porte s'ouvre pour Frédéric. Nous entrons finalement dans les bureaux. J'espère qu'il fera un geste, effectivement. Pendant ce temps, dans un bureau voisin à l'abri des regards, le porte-parole de Citroën consulte le dossier, donne des coups de téléphone. 15 minutes plus tard, il revient vers nous avec une proposition concrète. On vient chercher avec une dépanneuse la voiture chez vous. On l'amène ici, place de l'Isère. Notre technicien l'examine. Font le diagnostic qu'il faut. On vous contacte, on vous explique, on répare ou on ne répare pas. Ce sera à vous de décider. Si vous ne réparez pas, on reprend la dépanneuse et on vous la redépose chez vous. Je crois que c'est aujourd'hui et dans les circonstances actuelles et dans un premier temps la bonne formule et la bonne solution. Et j'espère que ça vous satisfait déjà dans un premier temps. Dans un premier temps. Je ne sais pas que je me suis senti obligé de dire oui à la proposition, mais j'ai bien senti que c'était la seule solution qu'il me proposerait, en tout cas pour l'instant. Convaincu d'être tombé sur un mauvais numéro lors de l'achat de sa voiture, aujourd'hui, malgré les promesses, Frédéric reste sceptique. Pour lui, le bras de fer engagé il y a 4 ans avec Citroën est encore loin d'être gagné. Et Frédéric est avec nous sur le plateau. Frédéric, bonsoir. Alors, où en êtes-vous avec votre voiture aujourd'hui ? La voiture est loin pour l'instant. Elle est partie à l'export, donc on a été contraint de faire venir notre revendeur, qui l'a reprise pour 1 000 €. Donc là, pigeon, puisqu'on comptait la revendre un petit peu plus cher. Et donc, plus trop de communication avec Citroën. Les courriers se sont arrêtés au moment où on leur a demandé d'affirmer qu'ils n'avaient pas répondu à la première proposition. Et donc, plus de nouvelles du tout. Et donc, bien contraint, forcé, au niveau financier, de continuer et puis de racheter une nouvelle voiture. Alors, Annie, réaction ? Réaction chez Citroën, un autre son de cloche évidemment, c'est qu'on a donc pris la voiture de monsieur, ça on l'explique, elle vient en dépannage, et puis elle est restée chez Citroën. Le problème c'est que pour Citroën, il faut aller plus loin, donc on a demandé à un bureau d'expertise indépendant de venir voir la voiture, mais pour aller encore plus loin, pour trouver l'origine de la panne, il faut faire un démontage de la culasse. Je ne comprends rien, mais la culasse, en tout cas, il fallait la démonter. Ça coûte très cher, et donc il fallait avoir l'accord de Frédéric sur cet ordre de travail, mais c'était aux frais de Frédéric, et ça évidemment, dialogue de sourds. On a parlé de garantie quand même là-dedans. Il y a une garantie, comme sur tout véhicule. Tout à fait, alors vous avez raison. Il y a une garantie légale sur tous les biens de consommation mobiliers. Et la voiture, comme le frigo, comme un PC, c'est un bien de consommation. Pour autant que ce soit acheté par un particulier, c'est le cas ici, à un professionnel. C'est une garantie de 2 ans qui commence à partir de la livraison de la marchandise, pour être précis. Et alors, ce qui protège le consommateur, c'est que lorsque le défaut survient dans les 6 premiers mois, on présume qu'il existait au moment de la vente. Et donc, il ne faut même pas faire la preuve que le défaut existait. Et si ça survient après, c'est au client, au consommateur à faire la preuve. Le problème ici, c'est qu'on l'a entendu, on a d'abord parlé de 2 ans, mais Frédéric, il a gardé son véhicule plus que 2 ans, il l'a gardé 4 ans. Est-ce qu'il pouvait encore réclamer après la garantie ? Il pouvait réclamer, alors avec une nouvelle réglementation, ça s'appelle les vices cachés. Les vices, c'est un fameux mot. C'est un défaut grave qui existe, mais au moment de la vente, le client, évidemment, ne le sait pas. Seulement pour ça, il doit prouver que ce défaut existait, et bonne chance, parce qu'il faut faire appel à des experts, etc. Et donc, on n'est pas au bout du tunnel. Et puis, surtout, il faut agir à très bref délai contre le vendeur. J'ai envie de vous demander, Frédéric, est-ce que vous avez été imprudent dans cette histoire ? Vous avez l'impression d'avoir été imprudent ? Pas imprudent, peu informé. Annie ? On entend aussi, vous avez dit à M. Lyon, voilà, moi je vous ai écrit à plusieurs reprises, mais vous avez écrit des lettres, courrier ordinaire, je veux dire. Voilà. Quand il y a un souci à ce point-là, qui ne s'arrange pas, il faut, comme on dit, mettre la pression, mettre la gomme, il faut être beaucoup plus agressif, il faut envoyer des recommandés, il faut carrément mettre Citroën en demeure d'avoir à réparer, sinon vous avez été un peu trop gentil, peut-être un peu trop léger, et donc ça vous retombe dessus, parce mais vous que saviez ça maintenant, vous n'avez plus votre ou voiture. Pas du tout Moi je pensais effectivement qu'on pouvait s'arranger et que le service allait suivre parce que les problèmes étaient connus. Et donc je pense que j'ai fait, comme vous disiez, un peu trop confiance et que j'étais un petit peu trop gentil. Alors, il n'a peut-être pas toujours frappé à la bonne porte, au bon endroit, au bon moment. Alors, et justement, pour éviter que d'autres personnes se retrouvent dans le cas de Frédéric, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé, en conclusion ? D'abord, résumé, garantie légale, elle est de 2 ans, il faut le savoir, parce que de temps en temps, les vendeurs font mine de l'oublier. Deuxièmement, quand on a un souci avec un commerçant, il faut absolument réagir, pas par téléphone, par écrit. Courrier ordinaire ne suffit pas.
pas le mail non plus, si possible, recommander quand c'est nécessaire. Et puis, il faut être très rapide, il faut agir rapidement sur les 3 mots, 3 choses importantes. Frédéric Hanni, je vous remercie. Je ne vous raccompagne pas, ou plutôt si, parce que vu qu'il n'y a plus de voiture, je vais le prendre dans ma voiture. On va se débrouiller. Et je vous demande surtout d'accueillir à votre place John Jankar. Alors John, je vous explique, lui, il distribue pour la Belgique l'Ubuntu Cola. L'Ubuntu Cola, je ne sais pas si je prononce bien. C'est bien Ubuntu ça. Cola, c'est un soda particulier, mais qu'est-ce qu'il a de particulier finalement? Eh bien, c'est un cola équitable. Donc, c'est-à-dire un cola équitable, c'est un soda ou un cola est composé de 90% d'eau et 9,8% de sucre. Et là, c'est un cola dont le sucre provient du sucre de canne du Malawi et qui est complètement équitable. Donc, et le nom est Malawi d'ailleurs. Et Ubuntu veut dire en Malawi humanité. Voilà. Alors vous surfez complètement sur la vague équitable qui est très à la mode en ce moment. Effectivement, on ne surfe pas sur la vague parce que c'est vrai que c'est tendance. Ouais. On en parle, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Ouais, ça commence, on a lancé. Ça coûte cher? Ça coûte le prix d'un coca. Oui. Non, on l'a positionné vraiment au niveau du prix d'un coca pour justement. Ça a le goût d'un cola. Et ça, voilà, on a voulu sortir des préjugés des alter-cola parce qu'on a toujours un goût un peu sirupeux ou un peu comme ça. Et là, on a un goût en. Eh bien, on va continuer à parler de votre produit parce que l'entretien va se poursuivre dans un instant, mais avec Benjamin Maréchal qui vous mettra sur le grill. Il a quelques petites questions supplémentaires à vous poser. Ce sera après la pub. Il sera question aussi de mannequins dans quelques minutes. Des mannequins en plastique, c'est dommage, mais c'est comme ça. Des poupées dont le but est de vous séduire et de faciliter l'achat. Alors, vous emmènera dans la dernière usine du genre en Belgique. Et puis le sujet qui décoiffe, mais uniquement les chauffe, puisque ça va pas très vite. Les voitures sans permis sont à la mode, même chez les jeunes. Hubert est pour, Mickaël est contre. Ils affûtent leurs armes. On se retrouve derrière une très courte page de pub. À tout de suite. Voilà, troisième et dernière partie dont n'est pas des pigeons et un face-à-face entre Benjamin Maréchal et John Jankar. Il distribue en Belgique un soda équitable, entendez par là, un soda dont les produits qu'il compose sont payés à leur juste valeur aux paysans. Il a 3 minutes pour défendre ce fameux produit et on lui souhaite bonne chance. Pour être honnête, je ne l'ai même pas goûté ce cola. Ce qui m'intéresse, c'est votre promesse d'un produit équitable, un peu du marketing. Vous connaissez les conditions de l'entretien, John Jankar. Oui. Alors vous avez 3 minutes pour nous convaincre. Voici le top chrono. C'est gonflé quand même. Vous me demandez d'acheter un produit du Malawi, le pays où on ne respecte pas le droit des homosexuels, où il y a de la corruption. C'est gonflé comme demande quand même. Oui, mais il faut un début à tout et il y a quand même le reste de population là-bas. Donc c'est équitable mais pas démocratique comme achat alors? Ici, il l'est. Ok, alors la composition, vous passez par le chat de l'aiguille, c'est ce que me disent vos petits collègues. En fait, vous êtes équitable uniquement grâce au sucre de canne qui vient de là-bas, juste pour un produit. C'est un peu chiche, ça, c'est pas très engagé comme démarche. Alors, la démarche pour moi est super engagée parce que un soda, on calcule la matière sèche du produit. Donc un soda est composé de 90% d'eau et 9,8% de sucre. C'est détourner le système parce que la majorité là-dedans c'est de l'eau et l'eau on sait bien qu'elle peut pas être équitable. Bah oui, l'eau elle vient de source, mais là il n'y a pas de logique de faire venir de l'eau de n'importe où. Donc on détourne le système, vous êtes d'accord avec moi? Moi je n'établis pas les standards, disons que c'est la matière sèche et moi je respecte la règle du jeu de la matière sèche. S'il y a de l'eau équitable et qu'il y a une possibilité de se la fournir, pourquoi pas? Donc vous êtes équitable alors pour un produit. Ouais. Je lis simplement l'étiquette, je vois que cette canette a été produite à Londres. Vous savez ce qu'ils font Coca-Cola? Ils produisent tout en Belgique. Anvers, Gand et au pire pour les canettes Dunkerque. Et vous l'équitable du Malawi de Londres, il n'y a rien de belge là-dedans. Alors, pour la petite anecdote, on fait très attention à l'empreinte écologique. C'est que Ubuntu était fabriqué à sa naissance en Belgique. Et ensuite, le marché belge était un petit peu plus lent au niveau de la production et l'Angleterre, qui sont un peu plus en avance au niveau de l'équitable, ont fait de plus gros volumes. Et donc, par souci écologique, on a délocalisé en Angleterre. Et maintenant, on veut produire en Belgique, mais les lignes de production sont full. Ce sera à l'avenir. Répondez-moi du tac au tac, vrai ou faux? 85% de la matière première de Coca-Cola est européenne. Ouais. C'est vrai. Il n'y a pas de label équitable officiel reconnu par les autorités. C'est vrai. C'est vrai. En septembre 2006, on découvre au Pérou des plantations de café équitables où les ouvriers touchent moins que le minimum prévu.
C'est vrai, ça arrive, figurez-vous. Vous vendez vos produits, notamment dans la chaîne de restauration Exquis. Ils prennent une marge là-dessus. Ils savent au Malawi qu'il y a encore un élément dans la chaîne qui se prend une bonne marge sur votre canette? Je ne sais pas s'ils le savent spécialement les agriculteurs dans la coopérative au Malawi. Donc ils ne sont peut-être pas payés en fonction de la marge supplémentaire que prend Exquis. C'est un grand discours qu'on a toujours et que moi j'ai déjà proposé à plusieurs conférences. C'est pourquoi est-ce qu'on ne calcule pas effectivement sur le prix final et plutôt que chaque fois il y a un intermédiaire qui prenne. Vous le dites mais c'est pas réglé, alors c'est ce que je comprends. Vous êtes en train de saboter le système quand vous annoncez 100 000 exemplaires vendus. Vous savez que vous ne pourrez plus aller vers des petites coopératives, que vous devrez aller vers des grandes coopératives. Et donc les petits du Malawi pourront plus vivre en annonçant des quantités pareilles. Non, parce que je pense qu'il va y avoir d'autres qui vont continuer à se développer. Et nous, le but est de standardiser un maximum de coopératives qui fonctionnent mal. Et elles ont intérêt à grandir. Alors pour rester dans le système, elles doivent grandir. Elles doivent grandir. Et puis on a d'autres en labellisation également par Flossert et par Max Avelar. Et donc le but, nous, c'est de continuer à... Voilà, merci, c'est fini. 3 minutes. Merci, messieurs. Alors, sur le plateau, Anne-Laure, vous avez eu l'occasion de goûter ce cola. Qu'en pensez-vous? Je trouve la démarche intéressante. On n'a jamais assez d'équitable, de respecter finalement le travail des gens dans le monde. Ceci dit, au niveau du goût, moi, je ne suis pas persuadée. Je ne suis déjà pas une fan de soda à la base, il faut le dire. Mais je ne trouve pas ça très bon. Hubert? Je ne l'ai pas goûté, mais je trouve la démarche de ce monsieur vraiment sympathique. Et c'est vrai, je pose un autre débat. Quand on finira par payer correctement les paysans africains, leurs matières premières, peut-être que l'Afrique va s'en sortir. Regardez là tout à l'heure le monsieur bien sympathique qui avait une voiture pourrie. Il nous l'a dit. Il a mis à l'exportation. Où croyez-vous que c'est exporté cette voiture pourrie? En Afrique. Mickaël, vous êtes un fan de soda. Vous en pensez quoi? Vous l'achèteriez? La démarche de ce monsieur, bon, et finalement son explication elle est assez honnête. Maintenant, je ne suis pas forcément sensible aux arguments éthiques, mais pourquoi pas un nouveau produit Maintenant, je n'ai pas vraiment été convaincu par l'aspect éthique du... Mais on va voir ce qu'en pense le principal intéressé. John Jancar, vous avez l'impression qu'en 3 minutes, vous avez convaincu votre auditoire? Ça a été court, mais j'ai fait mon possible, je pense, ouais. Ben écoutez, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu et puis bonne chance pour la suite. Merci. Jean-Philippe Ducard nous rejoint également sur ce plateau. Monsieur Testachat nous parlera d'une autre boisson qui, selon la pub, a des qualités exceptionnelles. Mais avant cela, en voiture, Simone et les autres, bien sûr. Et on va faire un petit jeu. On va parler des voitures sans permis. On est pour ou on est contre. Dans les deux cas, eh bien, les arguments se défendent. Si vous êtes contre ces voitures, vous serez certainement d'accord avec ce qui suit. C'est une voiture de cauchemar, une petite citadine qui ressemble à n'importe quelle autre voiture. En plus, elle n'a pas de plaque d'immatriculation et il ne faut pas de permis auto pour la conduire. Ce sont des voitures qui sont considérées comme des cyclomoteurs à 4 roues. C'est des cercueils ambulants. Car même si elle a presque tout d'une grande, cette petite voiture est loin d'afficher la robustesse d'une voiture traditionnelle. En cas d'accident, malheureusement, ce sont toujours les conducteurs de ces voiturettes qui paieront les pots cassés. Et comme dans la circulation, les véhicules sans permis se confondent de plus en plus avec les autres petites voitures, on multiplie les risques d'accident. Les gens qui les conduisent n'ont aucune notion du code de la route, n'ont aucune notion d'intégration dans la circulation. Le grand danger, c'est que quand vous circulez sur une route, par exemple, limitée à 90 km/h, de loin, ça vous semble une vraie voiture, mais de près, c'est une voiturette. Et donc, ce véhicule avance à 45 km/h. Si vous roulez à 90 km/h, la différence est énorme, la différence de vitesse est énorme. Et donc, il y a un risque assez important d'accident. Alors, faut-il penser à interdire définitivement les voitures sans permis ? On les offre à des personnes âgées, comme ça on leur évite de passer l'examen de théorie, on leur évite de passer un examen pratique, et donc à part ça on veut faire évoluer la sécurité routière. Comme c'est quand même 4 roues et un habitacle, je dirais quand même un permis, un vrai permis, adapté. On peut passer un permis pour voiturette. Voilà donc pour les arguments contre ces voitures sans permis, mais arrêtons de dire du mal. C'est bien aussi ces voitures, très bien même. C'est une voiture de rêve, une petite citadine qui ressemble à n'importe quelle autre voiture. En plus, pas besoin de plaque d'immatriculation et il ne faut pas de permis auto pour la conduire. Non, j'ai pas de permis, j'ai jamais eu de permis, j'ai jamais cherché à avoir un permis. Ah, on est content, on peut aller où on veut.
Et dans les garages spécialisés, ces petites voitures connaissent un succès grandissant. Car si leur prix de vente varie entre 10 000 et 15 000 euros, à l'usage, elles coûtent moins cher. Ça coûte 150 euros d'assurance par an. Il n'y a pas de taxe de roulage, faible consommation, 3 litres au 100. Fort économique. Souplesse, maniabilité, tenue de route, c'est la petite voiture idéale. Et comme pour les voitures traditionnelles, les constructeurs ne cessent de faire évoluer leur modèle. Certaines voitures, les anciens, c'était beaucoup plus serré. Et les anciens, le bruit, ça faisait du bruit assez fort. Celui-ci, on n'entend rien du tout. C'est vraiment super calme, comme si c'était une vraie voiture. Vu qu'on ne peut pas faire plus de 50 à l'heure, moi je trouve que pour la ville, c'est très bien. Et pour les vrais amoureux de la voiture sans permis, tout est permis pour faire d'un simple véhicule un objet roulant non identifié. Les panneaux de porte, les sièges. Alors le plancher et toit a été recouvert aussi en cuir. J'ai incrusté des lettres au plafond. Il y a un très grand coffre, donc pour les courses, c'est très bien. Comme quoi, très loin des idées reçues, les voitures sans permis séduisent aussi les jeunes. Ce n'est plus seulement l'apanage des conducteurs d'un certain âge. Et sur le plateau, les commentaires vont bon train, les avis divers. Hubert est pour, Mickaël est contre. Hubert, explication. Non, enfin, c'est évident, c'est la voiture de l'avenir. Vous avez vu le prix de l'essence, le prix du pétrole, du diesel. Elle consomme tellement peu que vraiment, c'est la voiture de l'avenir. Et puis aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est fini de croire que ces voitures, c'est pour les pépés qui roulent tranquillement. Les fabricants, désormais, ciblent de plus en plus les ados, les jeunes sportifs, les familles. Et puis aussi, quelque chose de très, très important, les parents, de plus en plus maintenant, préfèrent acheter une de ces voitures sans permis, voiturettes, à leurs enfants qui vont à l'école, tout simplement parce que c'est beaucoup plus sécurisant qu'une mobilette. Ça se voit beaucoup mieux quand on part à l'école le matin. Et en plus, c'est plus confortable. Là, on voit ces images ont été prises la semaine dernière devant une école bruxelloise. Ouais, et il y en a vraiment beaucoup. Et puis, avouez, il y a moins d'accidents avec ce type de voiture qu'avec les mobilettes. Et puis, c'est tellement plus agréable de flirter sous la pluie dans une petite voiturette que sur une mobilette. Avouez-le, Mickaël. Moi, je peux d'abord me permettre, j'ai un argument, je trouve ça très moche. Alors, vous allez me dire que c'est subjectif. Vous avez raison, mais je l'assume totalement. Par contre, argument beaucoup moins subjectif, Hubert, et là c'est beaucoup moins drôle. Regardez sur quoi je suis tombé ce matin sur Internet. Une petite annonce, alors avec un monsieur très sympa, regardez, sa voiture sans permis, lui il la donne carrément, il n'a même pas envie de la vendre. Le problème, et là ça me met vraiment les nerfs, c'est qu'il dit sans vergogne que sa voiture, il l'a utilisée que 6 mois pendant son retrait de permis. Eh ben voilà, on y arrive, vous avez un retrait de permis, il suffit de prendre une voiture sans permis, et là il n'y a pas de problème. Eh bien, vous mais à 45 km/h à contresens sur l'autoroute, c'est dangereux une voiture sans permis. Non, d'abord, c'est interdit sur l'autoroute et sur les voies rapides. Et là, vous vous trompez. Quand il y a un retrait de permis, il y a un jugement. Et le juge interdit toute conduite de véhicules motorisés sur la voie publique. Les exceptions sont très rares. Quand la voiture, par exemple, est un outil de travail, mais c'est très rare pour un représentant de commerce. Alors, on dit voiture sans permis, mais c'est complètement faux. Il faut un permis. Pour les personnes nées après l'année 61, il faut un permis A3. Et un permis A3, pour l'obtenir, il faut passer un examen théorique du code de la route et un examen pratique. Pratique très léger, mais examen quand même. Écoutez, oui, à la limite, pour cet argument, dites, mais au niveau de la sécurité, et là, c'est aussi un problème. Quand on évoquait il y a quelques instants le côté de plus en plus perfectionné de ces voitures. Elles ressemblent de plus en plus à des petites voitures citadines. Quand vous êtes lancé à 70 km/h avec votre véhicule et vous voyez au loin une voiture qui ressemble à une voiture finalement normale, mais qui ne roule qu'à 30 ou à 35 km/h, ça peut être très dangereux aussi. Et puis, lorsque vous avez ces voitures devant vous, en général en agglomération, sur les longues lignes droites, vous avez un peu l'impression d'avoir un tracteur devant vous. Hubert, je pense que en agglomération, je vous arrête, en agglomération à Bruxelles, par exemple, la vitesse est limitée à 30 km/h. Alors, avec J'ai une question, pas de plaque. Attendez, j'ai beaucoup à dire sur la vitesse. Pas de plaque, pas de procès ? Ah, justement, le ministre, oui, c'est très intéressant ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas normal. Le ministre de la Mobilité, Étienne Scoop, étudiait justement la possibilité d'obliger ces voitures à avoir une plaque, mais vous savez, on est en Belgique. Hubert, il y a une crise de gouvernement en affaires courantes, le dossier est en attente. On parle argent, assurance, ça coûte combien ? C'est très peu pour les assurances. Je me suis renseigné. Une fourchette entre 100 et 150 euros. Donc, taxe de circulation, 0. Donc, c'est très économique. Alors, je voudrais revenir sur la vitesse. Rapidement, oui, très rapidement. À votre avis,
qui est le plus dangereux? Celui qui double, vous allez me Non, dire. non, non. Un vieux beau qui a de l'argent et qui a acheté une Jaguar et qui est en train de draguer une jeune fille au volant de sa Jaguar, ou bien un vieux pépé qui roule tranquillement à 45 km/h. Jean-Philippe. Voilà. Nous, on serait plutôt contre parce qu'il y a un argument qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que, ouais. oui, c'est pas une question de vitesse. On fait soumettre toutes les voitures, puisque c'est une voiture, vous l'avez dit, au crash test. Je pense qu'on a des images de crash test. Ces voitures ne passent pas le crash test. Les voitures ne passent pas le crash test. Il y a des normes. Mais ces normes-là, ce sont les normes des fabricants. On a bien compris que le débat est très très vaste, on n'arrivera pas à se faire une opinion aussi. Il y a les pour et les contre. Mickaël, petite image de fin oui, quand écoutez, même. moi je suis quand même pour regarder, je suis pour ces petites voiturettes sans permis, surtout quand elles ne roulent pas et quand elles servent à vendre des frites, puisque voilà. C'est le cas. Donc finalement, on est amis. Non, j'aurais pu dire oui. Écoutez, on va continuer dans les pour ou contre et on va laisser la parole à Jean-Philippe Ducard qui représente Testachat et qui va tester pour nous des produits toutes les semaines dans cette émission. Et il y en a un nouveau qui vient d'arriver sur le marché. C'est aussi une boisson, mais c'est quoi cette boisson? Oui, il vient d'arriver et il fait surtout l'objet de beaucoup de marketing et d'une grosse campagne publicitaire, puisqu'on a même demandé à Kim Clijsters de vanter les mérites de cette boisson. C'est pas grave, voilà. tombez pas. Notre ami Mickaël est survitaminé déjà, donc voilà. Donc c'est une boisson en fait hyper vitaminée. C'est ce qu'on appelle le smoothie. On en trouve plein depuis les années 2000 sur le marché. Et on a ici un concentré de fruits, un concentré de vitamines, mais ça pose toujours problème puisqu'il n'y a pas les fibres du fruit. Et donc, ce que nous disons, c'est que ce produit, il est sain. Je pense que nutritionnellement parlant, ça peut remplacer allègrement pour un enfant notamment un paquet de chips ou une barre chocolatée, on est tout à fait d'accord. C'est relativement savoureux, mais je vois que je me pose déjà des tonnes de questions. Voilà, il n'est peut-être pas assez frais vu la chaleur dans le studio. Ça, c'est peut-être... Par contre, l'utilité, pour nous, est remise en cause parce que c'est hyper vitaminé. Il y a 200 mg par portion de vitamine C. On parle de vitamines et on parle surtout de l'acérola. Acérola. Excusez-moi, c'est nouveau, ça vient de sortir. Mais c'est quoi? En tout cas, c'est un truc qui plaît à Kim Clijsters. Elle en a inventé les mérites. Oui, tout à fait, ça lui plaît. Et donc c'est hyper vitaminé, notamment via la présence d'acérola. On dit qu'avec 3 B d'acérola, on a l'équivalent de 200 mg de nouveau, de vitamine C. Pas ça avant. C'est assez récent, c'est arrivé sur le marché assez récemment. Donc plus des fruits, mais il faut savoir qu'on a besoin que d'environ 60 à 70 mg de vitamine C par jour. Ce que vous nous dites, c'est que on dépasse de loin la norme, la dose journalière recommandée. En gros, c'est pas utile, c'est ça que vous nous dites. C'est pas utile. Donc en fait, il y a 130 mg de vitamine C qui sont rejetés dans les toilettes, donc via les reins. Pendant que je faisais le service, j'ai pas tout suivi, mais en général, quand un produit comme celui-là sort, on a tendance à mettre en avant la concentration de sucre aussi très élevée. Ici, au niveau du sucre, il y a du sucre naturel, c'est le sucre des fruits. Il n'y a pas d'ajout complémentaire. Non, il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc je l'ai dit et je le répète, nutritionnellement parlant, ça ne pose pas de problème. C'est pas un produit dangereux non plus, malgré la forte concentration de vitamine C, mais c'est pas utile et donc on se pose pas mal de questions. Donc c'est la surenchère à la vitamine en fait. C'est le bien-être, c'est les allégations, fameuses allégations santé. Et ça prend la place d'un fruit dans le cartable. Donc pourquoi pas mettre un fruit et mettre ça à la place, c'est pas vraiment. Mais on l'a vu, lorsque ça reste quelques heures en dehors du frigo, ça perd de sa saveur et ça perd sans doute de sa qualité. En gros, ce super jus de fruits, c'est du grand n'importe quoi, ou presque. C'est beaucoup de marketing, donc c'est 30% de fruits, 30% de marketing et 30% d'allégations alimentaires. Merci Jean-Philippe. Alors pas besoin de vitamine C pour être en forme. Regardez Anne-Laure, elle est pleine de vitalité, elle pète la santé cette jeune fille. Alors après avoir couru dans les bois hier pour nous ramener des jonquilles, on l'a envoyée aujourd'hui faire les boutiques. Eh oui, mais malheureusement pas pour faire du shopping, juste pour admirer les mannequins de vitrine. C'est déjà pas mal, on vous donnera un budget un jour. Alors on n'a pas l'impression finalement que ces mannequins ont une grande importance et pourtant si, pour les commerçants, ces mannequins sont extrêmement importants. D'abord parce qu'ils représentent la marque et que ces mannequins suivent les tendances vraiment de près. On les appelle les vendeurs statiques. Apparemment, ils pourraient multiplier les ventes par 4 carrément. Alors, on va aller dans une usine où on fabrique des mannequins. Vous allez voir, c'est un univers assez particulier qui donne des frissons dans le dos un peu. Le monde de la vitrine, c'est une population à part. Ils sont des milliers.
Esclave sans état d'âme d'une prison de verre, au service de la mode et surtout de la vente. Mais derrière le bling-bling, il y a une autre histoire. Celle de leurs origines. À première vue, une histoire glauque, dans un endroit sordide. Et pourtant, ces corps sans vie, c'est une affaire d'hommes, bien vivants. Et le Dieu créateur, c'est lui. Un sculpteur qui donne vie aux mannequins. Une femme taille 38, c'est par exemple 140 kg de terre glaise. À partir de croquis ou de photographies, elle est modelée selon la demande du client. Faiseur de corps, un métier étrange, mélange d'idéal et de réalisme. Parfois, un client aime telle pose, mais il préfère telle autre tête. Donc là, on devient coupeur de tête. C'est assez curieux, quoi. Quand on a la scie métallique là, et qu'on y va, c'est un peu limite, quoi. On réalise une empreinte de la sculpture, et cette empreinte servira de moule pour une production industrielle en polyuréthane. Les mannequins sont poncés, mis en couleur, avant de passer dans des mains expertes. Là où l'homme et le mannequin peuvent se confondre, le maquillage et les perruques, ce sont les touches finales. C'est ici que l'expression du visage prend vie. C'est différent que d'être en salon de coiffure. S'ils ne sont pas bien coiffés, ils ne vont pas rouspéter. Par contre, je vais avoir la personne qui s'occupe de me contrôler, qui va me dire, écoute, ce serait peut-être bien de changer ceci ou cela. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un derrière soi pour qu'il donne son opinion. Le résultat est saisissant. Le réalisme, criant de vérité. On pourrait s'y tromper. Enfin, presque. Ça m'est arrivé, oui. Surtout avec celui-ci. Lui, il est hyper réaliste, ça fait peur parfois. Surtout quand on rentre dans l'usine, quand elle est vide, hein, le soir ou la nuit ou n'importe quoi, mais on s'y habitue. C'est toujours le corps idéal qu'ils recherchent, donc c'est comme ça qu'ils veulent se voir, donc c'est comme ça qu'ils se voient dans l'étalage. Donc un beau mannequin avec une belle présentation attire le client. 2000 mannequins sortent chaque année de cette fabrique pour être vendus dans le monde entier, entre 800 et 1200 € pièce, bien plus cher que les vêtements qu'ils portent. Mais faire vendre, ça n'a pas de prix. Mais quelle est belle. Vous le trouvez comment? Écoutez, très sexy. Joli, hein, pas mal. Hein. Alors quand on vous dit que les mannequins ont évolué, on vous a pas menti. On a quelques spécimens en plateau, on vous les montre. Voilà. Les mensurations des demoiselles ont aussi bien évolué. J'ai pris mon petit mètre d'ailleurs pour vérifier tout ça. Finalement, ça c'est un mannequin juste un petit peu défraîchi. Oui. Hein. Elle a aussi un pied beau, enfin on va regarder que le dessus, elle n'a pas de tête non plus, parce qu'avant on ne s'intéressait qu'au corps, et c'était un modèle finalement pour les couturières. Alors le modèle des années 60, 75 de tour de taille. Et les modèles de maintenant, Anne-Laure? Les modèles de maintenant, donc on va, excusez-moi mademoiselle, voilà, on va mesurer ça. Taille. Bon, ça a l'air très fin comme ça, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est à 63 tours de taille. Alors, mannequin réaliste, je veux bien, mais je pense que ce n'est pas tout à fait la norme. Alors, est-ce que vous avez retenu le prix des mannequins de vitrine? On le dit dans le reportage. C'est énorme, hein. C'est énorme. Entre 800 et 1200 € le mannequin. Vous comprenez quand même que c'est un sacré budget pour les commerçants. Puis il faut savoir, là, elles font les malines avec leur taille 38, mais il faut 140 kg de terre glaise. Ça aussi, j'ai retenu. Donc sur la balance, alors, finalement, ça ne le fait pas trop. Vous allez revenir près de nous, Anne-Laure, et on va parler peut-être des tendances des mannequins actuels, parce que ça évolue comme la société évolue, finalement, on l'a compris. Ça évolue, puisque vous l'avez compris, ça respecte un peu l'idéal féminin. Donc les nouveaux mannequins font en moyenne 85, 60, 90. Mais finalement, maintenant, les créateurs vont plutôt vers des mannequins qui sont plus stylisés, qui sont plus futuristes. On voit moins finalement les traits du visage. Là, c'est un mannequin très réaliste. Mais pourquoi est-ce qu'on les voit de moins en moins? En tout cas, pour les gens qui ont moins de moyens, c'est parce qu'ils sont très très chers. C'est tellement au niveau des détails. Vous avez vu le torse, etc., le visage, les yeux.
yeux. On dirait des vraies personnes, finalement. On dirait des vraies personnes, ça fait même un petit peu peur. Et alors maintenant, quoi, la nouvelle mode, c'est quoi? C'est des trucs qui ressemblent à rien? Alors la nouvelle mode, c'est ça, c'est des visages finalement moins bien dessinés. Comme ça, ils sont un peu plus passe-partout. Il faut les changer moins souvent. Bon, ceux-là sont très très futuristes. Ceux-là aussi ont une drôle de tête avec des maquillages un peu fluo. Alors il faut savoir que dans le monde, les mannequins, en tout cas en Europe, ils représentent peu finalement la diversité raciale, puisqu'ils ont tous des looks européens. Il y a peu de mannequins asiatiques, peu de mannequins africains. C'est pas comme ça ailleurs? C'est pas comme ça ailleurs, c'est pas comme ça aux États-Unis finalement. Ils représentent beaucoup plus la diversité de la population. En France, il y a une chose assez étonnante, c'est qu'il y a une loi qui est passée, les mannequins ne peuvent plus être nus en vitrine. Chez nous, au moment des soldes, ils sont nus. Et bien là, non, on est obligé de leur mettre un sac poubelle immonde, voilà, pour cacher la nudité. Par contre, quelque chose de beaucoup moins drôle et de tout à fait vrai, c'est qu'en Iran, même les mannequins de vitrine ne peuvent pas afficher leur forme. On leur coupe carrément les seins. Ce sont des seins en plastique qui sont coupés pour ne pas que ça apparaisse sous les vêtements. Bah dis donc, ça s'appelle plomber l'ambiance. Hein, alors, quand on plombe l'ambiance comme ça, merci, hein, franchement, c'est sympa. Quand on plombe l'ambiance comme ça, moi, j'ai plus qu'à rendre les clés du studio. Notez à cette heure-ci, il est peut-être temps aussi, parce que le journal télévisé. Vous voulez que je vous prête un mannequin pour la soirée? Oui, non, pas besoin, pas besoin. Moi, je vous propose, si vous êtes chez vous et que vous avez un ordinateur à proximité, c'est peut-être de nous envoyer un petit mail pour donner vos bons plans, pour dénoncer certaines arnaques. Vous passez par le site RTBF, rtbf.be/pigeon au pluriel, ou alors, évidemment, le truc super à la mode, la page Facebook de l'émission On n'est pas des pigeons. Demain, la petite bande sera de retour, et de quoi allons-nous parler? Uber. Ah, on essaie de mettre de l'ordre dans la jungle des taxis bruxellois, mais j'ai l'impression que ce sera le client qui va casquer. Alors, nous sommes dans la semaine de l'eau, on testera l'eau potable. Et Mickaël. Une bonne petite caméra cachée comme on les aime. Demain, on va parler du Power Balance, un bracelet soi-disant magique, mais qui s'est avéré être une très belle arnaque. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Ça, c'est le menu de demain. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez vigilants.